Jean Nasreddin. Nasreddin. Tout le monde connaît Nasreddin. Ce qui le caractérisait le plus, c'était ses rêves insensés. Et le plus grand d'entre tous, peut-être, c'était celui-là. S'asseoir comme un roi sur son trône, entre les deux cornes d'un buffle. Ce jour-là, l'occasion était trop belle. Le buffle, 500 kilos de muscles. Le buffle dormait la tête reposant sur le sol. Nasreddin s'approcha en catimini de l'animal, commença à s'installer sur sa tête, quand l'animal, pris de panique, se releva sur ses quatre pattes musclées et d'un violent coup de tête balança Nasreddin dans les airs. Eh ben... Oh, il l'a envoyé loin, là. Eh ben... Au moins, jusqu'au Japon. Oh, c'était dans la lune. Eh ben... Il n'y a qu'à faire sans lui.
pas quelqu'un de contrariant. Un jour, sa maman lui proposa d'aller chercher du bois dans la forêt pour que le soir même, elle puisse faire cuire ses galettes. Il n'y a pas de problème, car Jean, ce n'était pas quelqu'un de contrariant. Il sortit de la petite maison, prit le chemin de la forêt pour aller chercher ce que lui demandait sa maman. C'était quoi déjà? Du bois. Et avec Jean, le chemin se fait toujours en chantant. C'était un gars comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. Je chante peut-être comme une casserole, mais je vais pas m'interdire de le faire. Et avec moi, c'est toujours le même refrain, pour que les gens, je crois, sur mon chemin, le reprennent en cœur. C'était un gars comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. La vie comme elle venait, et quoi qu'elle lui racontait, ne lui faisait jamais d'histoire. Comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. Même dans les poches ses bouches ouvertes, il gobait la beauté du monde qui défilait devant ses yeux. C'était un gars comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. C'était un gars comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. Il mit un certain temps à trouver la forêt. Les choses, elles ne sont jamais là où on croit qu'elles sont. Et c'est bien connu, les forêts, elles déménagent en permanence. Mais une fois retrouvé celle-ci, il ramassa tout le bois qu'il put et il reprit le chemin du retour, car il savait que sa maman l'attendait. C'était un gars comme ci, comme ça, et il allait qu'à un K.A. Au bord d'une rivière, où l'eau coulait paisiblement, Jean eut envie de profiter de cette eau qui coulait. Il s'assit sur la berge. Il aperçut une petite anguille qui folâtrait dans la vase. On dirait qu'elle veut jouer avec moi. Il n'y a pas de problème. Il n'était pas contrariant. Il mit un pied dans l'eau. Froide. La petite anguille alla se cacher de l'autre côté de la rive sous la berge. J'en mis alors 2 pieds dans l'eau, 3 pieds, 4, 5, 6, 7, et une boîte de conserve avec la petite anguille. Une fée il n'y a pas de problème. Dans la poche, ouais, c'était un... Le messager du roi. La princesse a enfanté d'un bébé. Là, il s'aperçut que le soleil avait bien avancé sa course dans les champs azurés du ciel. À présent, il fallait qu'il se dépêche s'il ne voulait pas se faire gronder par sa maman.
Il continua son chemin. La princesse avait enfanté d'un bébé, mais personne ne connaissait encore le père. La princesse a enfanté d'un bébé, personne ne connaît encore le père. Le jour du baptême, une fée est intervenue, a remis à l'enfant une rose qu'il devra remettre à son père dès que celui-ci voudra bien se présenter. Par conséquent, le roi ordonne à tous les jeunes gens bien nés de se rendre au palais et que celui qui se verra remettre la rose épousera la princesse. Il n'y a pas de problème, car Jean, il n'était pas contrariant. Il suivit la foule des jeunes et des moins jeunes jusqu'au palais. Quand les gardiens du palais virent arriver ce garçon avec des gros sabots aux pieds, Le plouc, mains dans les poches, La feignasse. bouche ouverte, le poète, je crois que ça ne va pas être possible. délit de faciès. Jean, il était beaucoup trop naïf pour le comprendre. Il demanda des explications aux gardiens. Les gardiens s'énervèrent, menacèrent de le ramener à son point de départ sans que ses pieds aient le temps de toucher sol. Jean, à ce moment-là, oh les gardiens, regardez là-bas, il y a une fée qui se promène. Les gardiens détournèrent le regard. Jean en profita pour rentrer dans le palais, gravir les marches de l'escalier, rentrer dans le salon. Aux grandes dames du roi, l'enfant lui remit la rose. Bravo, bravo. Félicitations. Jean se retrouva avec une rose dans les mains, une princesse et un bébé sur les bras, et un roi sur le dos. Mais il était hors de question que ce guignol devienne le futur roi du pays. Il fit faire un test ADN qui se révéla concluant. Le lendemain, il avait fait des promesses en public, le roi. Le lendemain, il célébra le mariage de Jean et la princesse, déjà fort amoureux l'un de l'autre, comme quoi parfois le hasard fait bien les choses. Ce jour-là, le roi, le lendemain, ordonna à ses soldats d'amener un tonneau, d'enfermer Jean et la princesse Lila dans ce tonneau et de jeter le tout dans les profondeurs abyssales de la mer. Comme ça, et il n'avait qu'un cas, joyeux dans le poème du temps, que l'aventure a rencontré, peut-être même une vie plus belle. Une ritournelle, chérie. La princesse n'était pas d'humeur à plaisanter. Ses larmes qui sortaient de ses yeux et montaient au fur et à mesure dans le tonneau menaçaient maintenant de les noyer tous les deux. Jean, pris de panique, souleva ses mains pour un vœu, je sais pas, n'importe quoi, une solution pour éponger les larmes de la princesse, une serpillière. Jean. Tu vas utiliser un vœu pour un seau, une serpillière. Le vœu de... Quand même. Bah, tu as une autre solution, toi?
Ouais. Et toi, t'as une solution? Vraiment. Et vous avez une solution pour les larmes de la princesse? Alors Jean, il réfléchit, il préféra couper les larmes de la princesse dans le creux de son oreille, à elle, avec ces mots qui sortaient de sa bouche, à lui. Des mots qui sortaient au fur et à mesure qu'il parlait. Des mots teurs pour avancer ensemble. Des mots cœur pour rire de lui. Des mots d'elle pour parler de... Et comme il ne voulait pas avoir le dernier mot, il lui donna le mot, elle le prit au mot, et elle inventa pour eux un futur plein de joie et de tendresse. Démographie. Non? Le dernier mot, un jour? Ouais. C'est maintenant, là, tu peux y aller, là, c'est bon. Il n'y a pas de problème, car Jean, il était très motivé. Par la vertu de ma petite Anguillette, que notre fils Nasreddin se retrouve avec nous dans ce tonneau. Et alors, à l'intérieur de ce tonneau, un écran de cinéma se déploie. De cet écran de cinéma, un cavalier noir et masqué surgit sur un superbe destrier. Il pointa son épée en direction du palais. À l'intérieur du palais, il s'empara du bébé Nasreddin et le cavalier. Et le bébé chevauchait déjà en direction de la mer. Et les trois lettres du mot fin s'inscrivaient sur l'écran de cinéma quand Jean et la princesse Lila furent alertés par les cris d'un bébé qui avait faim. Tous les trois continuèrent leur voyage au gré des courants et de leur bonne fortune, escortés par des dauphins, et finirent par arriver bien plus tard sur une côte Au Japon. Vous connaissez tous le kimono. Je ne parle pas du judogi, l'habit du judoka. Je parle bien du kimono. L'habit traditionnel au Japon en soi
taillé dans les plus belles étoffes, orné par les plus grands artistes du pays. Même les samouraïs, ces féroces guerriers, au Japon, dépensaient toutes leurs soldes dans l'achat de leurs vêtements. Et celui qui impérativement se devait de porter le plus beau, celui qui avait le rang le plus élevé au Japon, l'empereur. L'empereur dépensait tout son or, ainsi que celui du royaume, à l'achat des plus belles étoffes, à louer les services des plus grands artistes, des plus grands peintres, des plus grands brodeurs, des plus grands teinturiers, des plus grands tisserands du royaume. Mais il ne se contentait pas de cela. Dans de luxueux laboratoires aux techniques de plus en plus performantes, ces scientifiques élevaient toutes sortes d'animaux pour essayer d'obtenir des fils de plus en plus fins et robustes en même temps. Des vers à soie, bien sûr, mais également des chenilles, et là, les chouchous, de véritables trésors, les araignées, car en matière de tissage, les araignées restent les maîtres incontestables. Or, il advint que cela changea un jour, et voici comment. Ce jour-là, deux étrangers, des longs nez comme on nous appelle là-bas au pays du soleil levant, pointèrent leur museau dans la capitale reniflant la bonne occasion. Ces deux hommes commencèrent par louer une petite maison à la périphérie de la ville, un peu à l'écart mais pas trop. Ils s'enfermèrent à l'intérieur de cette maison, ne laissant rentrer personne, ils occultèrent toutes les fenêtres, de nuit, secrètement en faisant en sorte que tout le monde le sache. Ils firent venir de grandes malles. Ils firent courir le bruit qu'ils étaient tisserands. Ils n'étaient en réalité que deux filous qui entendaient bien s'en mettre plein les poches. La rumeur circula, s'amplifia, chacun broda autour de cette petite maison, si bien que très vite arriva aux oreilles de l'empereur que deux tisserands de réputation internationale venaient de débarquer au Japon et qu'ils venaient d'inventer une étoffe révolutionnaire, mais que pour l'instant ils avaient refusé toutes les offres mirifiques qu'on leur avait proposées, car cette étoffe révolutionnaire ne pouvait être portée que par un personnage égal au Dieu. C'est moi, a dit l'empereur, qui convoqua les deux hommes, qui se présentèrent au palais, proposèrent à l'empereur de lui confectionner un habit comme jamais il n'avait encore porté de sa vie. Et en plus, Majesté, notre habit aura des vertus magiques. Ah, vous voulez dire qu'il me protégera de mes ennemis, de vos ennemis ainsi que de vos amis, Majesté, car cet habit ne sera visible que par les gens d'esprit. Il restera totalement invisible pour les sots. Tiens, j'ai toujours pensé n'être entouré que de sots. Ah, si j'en aurais la peau, je vois. Vous commencez votre travail dès demain, a-t-il dit aux deux hommes, en faisant mettre à leurs pieds un premier sac d'or, puis en le retirant de suite, à une condition que votre ouvrage soit terminé dans 1 mois. Car ce jour-là,
je dois défiler dans les rues de la ville et prononcer mon grand discours pour les cérémonies. C'est un grand honneur que vous nous ferez là, Majesté. Tous les trois se frottaient les mains pour des raisons bien différentes. Aux grandes dames de tous les courtisans présents, déjà bien inquiets des vertus magiques de ce nouvel ami. Quelques jours plus tard, l'empereur envoya son plus fidèle conseiller, le brave Premier ministre, vérifier le travail des deux hommes. Le vieil homme traversa toute la ville, arriva à la périphérie. Sur le seuil de la petite maison, il s'arrêta. Il ouvrit la porte de cette maison et il entra. Deux hommes qui gesticulaient et transpiraient autour d'une énorme machine. Un métier à tisser à cap horizontal et vertical. La navette, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il n'y a rien, pas même le moindre fil. Il se remémora les vertus magiques de ce nouvel ami. S'il ne voyait rien, c'est que il était sot. Comme si ces trois lettres venaient de s'inscrire sur son front, il y garda sa main. Puis, l'air de rien, sûr de lui, il s'approcha à nouveau, et cette fois-ci, il conclua. Bravo. Du beau travail. Je m'en vais de ce pas annoncer la bonne nouvelle à l'empereur. Et il fit déposer un sac d'or au pied du métier à tisser. Puis l'empereur y envoya un autre ministre, et encore un autre, et encore un autre. Toute la cour défila à l'intérieur de la petite maison pour vérifier le travail des deux hommes. À chaque fois, la même scène se répétait. Tous regardaient, personne ne voyait rien, mais tous faisaient semblant. Le jour de la grande cérémonie, l'empereur convoqua les deux hommes, les deux tisserands qui se présentèrent au palais, sous bonne escorte de la garde impériale, avec un grand coffre contenant le costume. Nous feriez-nous l'honneur de vous déshabiller, Majesté? Entièrement, Majesté. Les deux filous sortirent les pièces du vêtement. Une à une, habillèrent l'empereur. L'empereur était perplexe. Serais-je sot? Moi? L'empereur? Les deux chenapans comprirent l'enjeu de la situation. Admirer son moiré, Majesté, caresser son velouté, tester sa robustesse, sire. Écoutez-en le froissement subtil, sérénissime. L'empereur se regarda dans le miroir, il ne pouvait que constater sa nudité la plus totale. Il chercha du secours dans le regard de ses ministres, mais ceux-ci ne leur envoyaient que des regards de chiens fidèles. Alors l'empereur, dans le même élan jubilatoire, comme une deuxième peau, si Joseph d'eût jamais vu
il fit déposer au pied du métier, au pied des deux hommes, un coffre rempli de pièces d'or, de pépites en chocolat et de bonbons au caramel. De l'extérieur, la ville montrait des signes d'impatience. Alors les chambellans tâtonnèrent sur le plancher, redressèrent la traîne, et tout ce beau cortège, l'empereur en tête, sortit de la salle en direction des marches du palais. Personne n'avait voulu manquer ce grand jour de fête. La place était noire de monde. Il y avait des gens aux fenêtres, aux balcons, sur les toits, dans les arbres. C'est un silence stupéfié qui accueillit la nudité de l'empereur. Du côté des hommes, on compara, on mesura, on soupesa. Du côté des femmes, les supputations allèrent bon train. Il y eut des petits sourires muts, des yeux qui ne sauraient voir, d'autres qui détournèrent le regard. Mais comme personne ne voulait passer pour sot ou pour sotte, comme personne ne voulait se poser davantage de questions, les cris et les hurlements reprirent de plus belle. La liesse populaire se devait être à la hauteur de cette journée mémorable. Sous les acclamations de la foule en délire, vive l'empereur et son nouvel ami. Il descendit les marches du palais une par une. Il savourait son triomphe en levant le poing, en embrassant des enfants et des femmes. Il se frayait un chemin au milieu de cette immense fourmilière. Il se dirigea vers la tribune. Pour prononcer son discours, il demanda le silence. Dis, papa, pourquoi l'empereur il est tout nu? Demanda Nasreddin, hissé sur les épaules de son père Jean qui tenait la main de sa femme Lynn. Dis, papa, pourquoi l'empereur il est tout nu? Puis à la salle tout entière. Pourquoi l'empereur il est tout nu? C'est un silence de mort qui fit place au silence solennel. La question de l'enfant Nasreddin résonnait dans toutes les têtes. Aurait-il raison? Pendant de longs instants sur cette place noire de monde, plus personne n'osa respirer. Même le soleil n'osa plus bouger. L'empereur frissonna. Il se regarda de la tête aux pieds. Aurais-je été dupé par ces deux escrocs? Devant l'absurdité de la situation, des soubresauts gagnèrent son ventre et son corps tout entier. Et alors que la foule commençait à craindre le pire, c'est un immense fou rire qui se déploya de sa gorge et gagna par effet de contagion directe la population tout entière. En un instant, toute la ville fut secouée par le rire. Même le Fujiyama, le célèbre volcan, trembla de rire ce jour-là. Dans un élan de solidarité élémentaire, toute la population décida d'instituer sur le champ la nouvelle mode que l'empereur venait d'apporter. Toute la sainte journée, on succomba au charme de la vérité que pour une fois on acceptait comme telle. Toute nue. Jamais un empereur n'a paru aussi proche de son peuple. Puis on visita les caves et les greniers. On ramena à boire et à manger sur la place de l'église et l'on ripailla pendant des jours et des jours. Il est troublant de constater qu'après cet épisode, nul conflit ne vient troubler la région pendant un long moment. Les deux filous profitèrent de ce désordre général pour s'espigner avec le coffre. En passant
soit ils rentrèrent au pays, finirent par arriver à Lyon. Direction Besançon, sortie d'Olle, vous prenez. Au rond-point à gauche, nationale 375 jusqu'à Cray, 15 km. Puis la communale, puis une vicinale. Et là, à la vicinale, vous arrivez à une patte d'oie. Vous descendez. À gauche, un chemin de pierre, vous laissez. À droite, un chemin de pierre, vous laissez. Derrière du goudron, vous laissez. Devant, un chemin de terre qui serpente au milieu des vignes. Vous prenez. Vous marchez. Encore. 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 Et là, Champlitte, Champlitte. À Champlitte, petit village de Franche-Comté, en Haute-Saône, communément appelé aussi la Haute Patate. On a toujours été fasciné par la lune. Lorsque vous êtes sur la petite place du village, à la terrasse du Sans Fouet, avec des amis, avec une bonne bouteille sortie de derrière les fagots, accompagné évidemment de tout ce qu'il fait. Ah, ça, bien sûr, car il faut jamais boire à jeun. Il ne faut jamais boire avec excès. Boire ou conduire, il faut choisir. Il faut toujours manger 10 légumes par jour et 10 fruits par jour. Une dizaine. 10 légumes, Par jour. 10 fruits, Par jour. une dizaine. Une vie saine, Ah oui. mais non dénuée d'euphorie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes avec des amis, une bonne bouteille sur une bonne terrasse, ce n'est pas pour se taper dessus, mais pour rêver. Alors, lorsqu'elle a tombé de la nuit, les vignes
se confondent avec le ciel. Et que là, elle apparaît. Ronde, pleine, lumineuse. Vous avez un peu l'impression que dans quelques instants, elle sera assise juste en face de vous pour vous raconter son dernier voyage. Un peu comme la fille du village, quoi, qui revient de temps en temps. À Champlitte, on est certes toujours dans la lune, mais on est très lucide. On est bien conscient de manquer un peu de bon sens. Mais du bon sens là-haut sur la lune, il y en a toute une montagne, dans des petites fioles, bien scellées, pour conserver le bon sens que nous, les humains, nous avons perdu sur Terre. Chacun d'entre nous, il a sa petite fiole là-haut, sur la Lune, plus ou moins pleine. Plutôt plus pour moi, pour vous, ça vous voit, et pour la dernière, ça déborde. C'est pourquoi, à Champlitte, tous et toutes rêvent un jour d'accéder à la Lune. Déjà, le petit Savinien, 1m90, mais ça lui est toujours resté. Parce que quand il était petit. Ça lui est toujours resté, même après son 1m90. Toujours à faire des expériences pour trouver le moyen d'accéder à la Lune. Si bien qu'un jour, vous savez quoi ? Il a disparu. Que je vous raconte. Vous avez déjà gobé un œuf ? Que je vous explique. Vous prenez un œuf. Vous le percez aux deux extrémités avec une aiguille. Vous le videz de sa substance, le blanc et le jaune. Une fois vide, vous y placez de la rosée. Vous scellez les deux extrémités de l'œuf, vous le placez dans un pré, et par l'attraction du soleil, l'œuf s'élève dans le ciel. Fort de cette expérience, Jean, le Savinien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris des fioles de cristal, parce que les œufs c'était beaucoup trop fragile, dans lesquelles il plaça de l'eau de vie. Ah oui, la rosée, il n'y en a pas tous les matins, et avec l'eau de vie, il y a la part des anges, qu'il faut toujours savoir se mettre dans sa poche. Et il plaça ces bouteilles de cristal autour de son ceinturon, hop, il s'installa dans un pré, et un jour de grand soleil, ça a marché, il décolla, hop, hey, il monta dans le ciel. Ouais, il monta si haut qu'il dépassa la lune, mais sans pouvoir l'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé. Non, là je vous ai menti. Elle est grave. Non, là je leur ai menti. Là. Il n'a pas cassé, vous le savez bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais. Merci les gars. Non, il n'a pas cassé, il a vidé ses fioles de cristal. Plus il redescendait, plus son taux d'alcool dans le sang maintenant grimpait. Il était devenu complètement patafiole. Il est repassé devant la lune, mais sans même l'apercevoir, il a continué à descendre. Il a atterri au Canada, français à cette époque. Ouais. Et pendant son aller-retour, la Terre, elle avait tourné de moitié. Il a atterri au milieu des Indiens.
petits Savinien, les Champlitois et Champlitoises imaginèrent toutes sortes de moyens pour accéder à la Lune. Une potion magique, ça n'a pas marché. Une catapulte, un film de funambule, ça n'a pas marché. Un char avec des oies, en période de chasse, ça craint. Une fronde avec le marronnier de la place de l'église et les élastiques des culottes mis bout à bout. L'échelle des pompiers. Il appuyèrent contre le mur, contre le mur, contre le mur de l'église. Elle dépassa pas le côté de l'église. On aurait pu en construire une plus grande, une plus grande, une plus grande. Et l'appuyer, contre moi, contre moi, contre moi. Ils ont même détourné un canon de l'armée. Qui atterrit, le derrière dans la poussière, après un long voyage dans les airs occasionné par le coup de tête d'un buffle irrité. Nasreddin s'assit tout naturellement à la terrasse du Sans-Fruit. Il se désaltéra, il se restaura. On l'invita à raconter son voyage. Il raconta son voyage dans les airs. Tous et toutes l'écoutèrent attentivement. Puis chacun, tous en même temps, les uns sur les autres, se coupant la parole, renchérissant les uns sur les autres, comptèrent eux aussi leur quête de la Lune. Et on pourrait faire comme lui, s'asseoir sur la tête d'un taureau, et boum! Ouais, mais voilà, c'est que à Champlit, les taureaux sont du même tonneau que boire, manger, boire, manger, boire, manger, dormir, et faire de l'exercice. Nasreddin, qui entre-temps avait ouvert une épicerie au cœur du village, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, raconta alors l'histoire de la tour de Babel, que les hommes érigèrent pour atteindre le ciel. C'était ok, c'était ok. À Champlit, on tournicota, tournicoton, tourné. Tournevis en main, en un tournement, bonne tournure. Tour, contour, détour, tour, contour, compte à retour, tournée générale. Des caves et des greniers ont sorti tonneaux, tonnelets, barriques, fûts, futailles, mules, demi-mudes, seilles. Ils furent sortis, nettoyés, récurés, vidés, vissés, collés, cloués, véhiculés, assemblés, entassés. Pour les entasser les uns sur les autres, on décida d'utiliser la force du plus costaud des Champlitois, qui s'avéra être une Champlitoise. Une Champlitoise, la Sylvie, costaude, mais néanmoins très féminine. La Sylvie prend donc sur ses épaules le premier Champlitois, le Ness, pour entasser un deuxième tonneau sur le premier. Puis une deuxième Champlitoise, la Cirrhose, monte sur les épaules du premier Champlitois en deuxième position pour entasser un troisième tonneau sur le deuxième. Puis un deuxième Champlitois, le Faux-Faux, monte sur les épaules de la deuxième Champlitoise, la Cirrhose en troisième position, pour entasser un quatrième tonneau sur le troisième. Ne retenons que l'essentiel.
création de la première école de cirque de Franche-Comté. Ouais. Tous les arrière-petits-enfants de ces gens-là travaillent aujourd'hui au cirque Plume. Ouais. Et les tentatives continuèrent à se succéder pour atteindre la Lune. Continue à se succéder. Ce soir-là, le Jacques, en rentrant, aperçut sur le pont, au-dessus, dans le lit de la rivière, la Lune. Et c'est reparti. Avec la même stratégie, utiliser la force du plus costaud des Champitois, qui s'avérait être une Champlitoise. Là, non. À Champlit, on change une équipe qui gagne. La Dôme prend donc par les mollets le premier Champitois, le Grand Guy, qui lui-même tient par les mollets la deuxième Champlitoise, la Clo-Clo. La Clo-Clo qui, se retrouvant la tête en bas, se retrouve la Lune à l'air, au grand émerveillement du Grand Guy qui lâche à tout. Et cela finit par un grand bain de minuit tout habillé. Tu vois, au début, on a même vu un empereur passer. À Champlit, on n'a peut-être pas beaucoup de bon sens, mais on ne s'ennuie jamais. Si bien que dès que quelqu'un arrive, il se sent bien. D'où qu'il vienne. Merci beaucoup pour ce spectacle de la compagnie en vol, donc qui démarre. Histoire d'idiots parfaitement géniaux. Merci à